remettre la métropolisation au rang des phénomènes majeurs de ces 50 dernières années comme un pendant local de la mondialisation. Ce sont des évolutions majeures pour nous, habitants, acteurs de l'action publique ou privée. Et derrière ces mots presque galvaudés tant ils sont utilisés, il y a vraiment un certain nombre de choses à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 2 cycles de conférences pour nous aider dans ce défrichage. Le premier cycle de conférences plutôt sous l'angle des mobilités. Nous avons entendu Olivier Mongin, Jean-Pierre Orfeuille, et bientôt, le 19 novembre, nous entendrons Ludovic Albert sur la question des mobilités économiques. Et donc le deuxième cycle de conférences, toujours en lien avec la question de la métropole, se fait sous l'angle des modes de vie. Nous initions aujourd'hui donc ce cycle avec Marie-Christine Jaillet, que je salue, qui en tant que sociologue et chercheur, précurseur dans ce domaine depuis longtemps, nourrit les politiques publiques de ses réflexions et ses écrits. Pourquoi les modes de vie ? Nous avons souvent l'habitude de considérer que les modes de vie relèvent de la sphère privée, sans penser spécialement leurs évolutions et leur rapport au territoire. L'agence, en constatant les limites de la catégorisation socio-professionnelle, ce que tout le monde appelle les CSP, pour comprendre les comportements et les choix en termes d'habitat, de mobilité ou d'achat, par exemple, a lancé une grande enquête sur les modes de vie des Barinois, sur la base d'une méthode du laboratoire L'Azur de l'École Polytechnique de Lausanne, avec Vincent Kaufmann. Cette enquête nous a fait prendre la mesure des révolutions en cours, avec des ménages qui vivent non pas avec un idéal de mode de vie, mais 6. C'est-à-dire que nous nous trouvons sur ce territoire barinois avec 6 modes de vie très différents entre eux, quelquefois incompatibles entre eux, qui représentent des pratiques de nos concitoyens. Il est vrai qu'avec 4 générations qui cohabitent et un spectre de valeurs tout à fait large, ou plutôt devenu tout à fait large, nos CSP ne nous permettent pas du tout d'appréhender la réalité qui est devenue beaucoup plus complexe. Donc c'est ce rapport entre mode de vie et territoire que nous souhaitons explorer, au-delà des notes que vous trouverez sur notre site, et donc sous 3 angles complémentaires entre eux. La question des appartenances métropolitaines, ce soir avec Marie-Christine Jaillet, la recomposition des territoires métropolitains par les grandes mobilités, le 8 octobre avec Stéphanie Vincent Gesselin, et les pratiques de mise en lien et de vivre ensemble venant de la société civile, plutôt début 2016. Donc dans un monde connecté, fragmenté, stratifié, où l'on se regroupe volontiers par affinité, idéalement, les gens préfèrent gagner un peu plus que leurs voisins de bureau et un peu moins que leurs voisins de quartier. Quelles options de vivre ensemble ? Donc, Marie-Christine Jaillet, vous exercez à la fois comme chercheur et avec un certain recul sur la vie du monde, et au même temps, vous êtes impliquée dans la vie collective, puisque vous êtes présidente du Conseil de développement du Grand Toulouse, ce qui donne à votre regard une certaine acuité. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous publiez, on peut citer vos derniers livres, Diversité sociale, ségrégation urbaine, mixité, en 2008, et Contre le territoire, la bonne distance, 2009, qui sont soit des articles, soit des parties de livres collectifs. Vous êtes donc aussi dans les conseils scientifiques, les coordinations, à l'université de Toulouse, à l'IEDAT et un certain nombre de comités scientifiques de niveau national. Et donc, votre profil est tout à fait spécifique puisqu'il a ce double regard. L'Eurométropole de Strasbourg a installé son conseil de développement il y a quelques mois seulement. Et vous êtes ici, dans la capitale européenne de la démocratie, et ce territoire est coutumier d'expérimentation dans ce domaine, celui de la démocratie, fort de son imprégnation de culture rhénane et humaniste, on en parlait juste avant. Cependant, force est de constater sur ce territoire qu'il y a une réelle vigueur donnée à l'entre-soi, avec de véritables dérives de pratiques en valeur, limitant de fait les potentiels d'échange et leur diversité. Dans ce contexte, nous attendons beaucoup de vos éclairages, particulièrement sur la perception et l'appartenance dans l'espace métropolitain. C'est qu'il y a paradoxe, comme vous dites, entre fonctionnement des territoires à des échelles qui sont celles de nos économies, de nos loisirs, de nos bassins de vie, et l'attachement des habitants à leur vie de proximité. Peut-on fonder la métropole comme un bien commun ? Comment apprécier ces enjeux et éventuellement réduire ces contradictions
c'est ce que vous allez peut-être nous dire. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation et sommes très heureux de pouvoir vous écouter. Bonne soirée à tous. Merci de cet accueil. Je vais essayer de répondre à des questions bien complexes. Et je le fais à partir d'observations évidemment de terrain. Je ne vous parlerai pas de Strasbourg. Je ne travaille pas sur Strasbourg, je ne travaille pas sur la métropole de Strasbourg. Je travaille sur d'autres métropoles. Je pense que dans le propos que je vais tenir, qui est assis, étayé par ces observations-là, néanmoins, vous trouverez matière à vos propres réflexions. Alors, d'abord, en introduction, un préalable. Parler aujourd'hui de la métropole, c'est d'abord le faire à un moment particulier de l'histoire, qui est celui de l'affirmation du fait métropolitain et sa reconnaissance institutionnelle. On peut dire que depuis une vingtaine d'années, les espaces urbains se sont reconfigurés avec une extension, un étalement, comme on dit, périurbain, qui a obligé à raisonner l'organisation et la gouvernance du développement urbain à une échelle supracommunale, en tout cas intercommunale. Parallèlement, la transformation des économies et l'entrée dans une économie de la connaissance, comme on dit, fait que les métropoles sont le moteur du développement économique dans la mesure où c'est là que sont localisées les capacités de mobilisation de la recherche et de l'innovation au service du développement. Les métropoles sont donc placées de ce fait au cœur des enjeux du développement économique et de la croissance. La loi MAPTAM, dont on a beaucoup parlé, la loi NOTRe, dont on parle aussi beaucoup, est venue reconnaître ce rôle moteur des métropoles et la nécessité de renforcer leur pouvoir. Mais disons d'emblée que face à un discours de promotion de la métropole, de valorisation de la métropole, on observe aussi la montée d'un discours très anti-métropolitain, où les métropoles sont décrites comme prédatrices, pompant les forces vives au détriment des territoires environnants, ne redistribuant pas, mobilisant l'attention des pouvoirs publics et laissant dans l'ombre la France périphérique. Je fais là allusion à un certain nombre de travaux de géographes ou d'économistes sur les nouvelles fractures territoriales. Au passage, un tout petit mot sur cette question-là. De mon point de vue, c'est une mauvaise manière d'aborder la question des dynamiques territoriales. D'abord dire que le processus de métropolisation, il est complexe, il produit certes des métropoles, mais des métropoles dont les trajectoires ne sont pas identiques, pas plus d'ailleurs que leur rapport à leur environnement ou leur capacité redistributive. Je fais là référence aux travaux de Magali Talandier et de Laurent Davesi, qui montrent la diversité de ce qu'ils appellent les systèmes productivo-résidentiels, par exemple, qui montrent que la métropole de Toulouse est plus vertueuse en matière de redistribution et de diffusion d'une capacité de développement à une échelle territoriale large que ne l'est la métropole de Grenoble. Donc ce qui me paraît important, c'est de ne pas aborder la question territoriale en termes de fracture territoriale, gagnant-perdant, mais plutôt à partir de la notion de système métropolitain qui inscrit le fait métropolitain et donc les métropoles dans leur environnement et dans un système d'interaction complexe avec cet environnement, en sachant que dans ce système-là, les territoires, la diversité des territoires occupent une place, une fonction spécifique. Dans ce contexte qui tente à construire les métropoles sur le registre de la menace et qui a inscrit dans le paysage institutionnel, dans le paysage politique, de nouvelles instances, les métropoles, en dehors, il faut bien le dire, de tout réel processus démocratique, quel peut être le point de vue,
l'attitude de ceux qui habitent les métropoles, quels rapports peuvent-ils tisser avec elles, comment s'y comportent-ils? Avant de répondre à cette question, il me paraît utile, nécessaire, de reposer quelques-uns des traits caractéristiques des sociétés contemporaines sans lesquels on ne peut pas véritablement comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans les espaces métropolitains. Je voudrais donc revenir rapidement sur un couple qui est celui de l'individuation et de l'insécurisation. Ce qui caractérise les dynamiques sociales aujourd'hui, c'est cette injonction à l'autonomie. Les individus que nous sommes sont soumis à une injonction qui constitue une véritable norme sociale, celle de l'autonomie. Elle renvoie à un processus historique de très longue durée, de montée de l'individuation, qui se traduit par l'exigence pour tout individu d'être sujet de son histoire, de réussir sa vie, de s'épanouir. L'individu a été pendant très longtemps encadré par des systèmes de valeurs explicatifs ou interprétatifs du monde, qu'ils soient de l'ordre du religieux ou des idéologies politiques, qui donnaient du sens à sa vie et d'une certaine manière assignaient à chacun un ou des rôles dans la société. Il était inséré dans des groupes organisés par un principe d'autorité ou de hiérarchie, que ce soit dans la famille, dans l'usine, voire par le parti ou le syndicat. Enfin, il était établi dans des lieux, le quartier, la commune, le village. Cela produisait au total un individu disposant d'une place dans la société, certes pas toujours choisi, le plus souvent dévolu par la tradition ou la simple reproduction de sa condition familiale. Aujourd'hui, vous le voyez bien, nous sommes dans un autre univers. Chacun aspire à être un individu libre, affranchi des contraintes, des tutelles familiales ou communautaires. Cette affirmation de l'individu comme sujet autonome, maître de son destin, structure fortement les dynamiques sociales, puisque chacun aspire à être, au fond, auteur de sa vie. Mais cette hyper-individuation ne conduit pas l'individu pour autant à être un individu solitaire. Nous sommes des êtres sociables, nous sommes des animaux sociaux, fondamentalement, mais nous acceptons de moins en moins d'être pris dans la pesanteur de relations obligées, gouvernées par la hiérarchie ou l'autorité. Les relations dans lesquelles nous nous engageons doivent nous apporter une satisfaction personnelle. Ce sont donc des relations qui obéissent avant tout au principe de l'électivité, au principe du choix. Du fait de la multiplication des offres relationnelles qui ne dépendent plus aujourd'hui de la proximité géographique. Nous n'avons pas besoin d'être en coprésence physique pour entrer en relation. Du fait de notre plus grande mobilité géographique, tout individu aujourd'hui peut appartenir à davantage de cercles ou de sphères de socialité. Dans le même temps, une part sans cesse croissante de ces relations se font sans contact direct, en dehors de toute proximité physique, deviennent des relations immatérielles. Le développement de ces nouvelles formes de socialité, inscrites dans des logiques réticulaires de réseau et immatérielles, constitue également une tendance lourde des sociétés développées. Mais si les relations d'un même individu sont en moyenne aujourd'hui plus nombreuses qu'hier, dans le même temps, les liens que génèrent ces relations sont aussi plus ténus, n'engagent pas, ils sont pour une grande part des liens faibles. Cette montée de l'hyper-individuation et ce déploiement de la logique affinitaire dans notre champ relationnel
tendent à affaiblir la perception à l'échelle individuelle de l'interdépendance aux autres, à cette perception de l'interdépendance qui fait que nous avons besoin les uns des autres, nous dépendons des uns des autres. Cette perception-là de l'interdépendance, elle est au fondement de l'exercice de la solidarité. Elle est une des conditions de la solidarité, dès lors que la solidarité n'a pas à s'appliquer seulement aux siens ou à ses proches. Mais ce processus d'hyper-individuation qui fragilise, vous l'avez compris, la solidarité, génère à l'échelle de l'individu une forte insécurisation. D'abord sur le plan psychologique, parce que l'individu autonome est du même coup responsable de son sort. Il ne peut plus imputer ses échecs aux autres. Et comme nous ne sommes jamais tout à fait à hauteur de nos désirs, il y a, pour reprendre le titre d'un livre d'Alain Ehrenberg, une certaine fatigue à être soi. Mais cette insécurisation individuelle, elle est accrue aussi par l'évolution de la société. Outre d'avoir à construire et à assumer son propre destin, nous avons à apprendre à vivre dans un environnement moins stable, de plus en plus incertain, de plus en plus insécure. Par exemple, les transformations qui affectent aujourd'hui les structures familiales, avec la montée de la divorcialité, avec le séquençage plus grand de nos histoires de vie. On est en couple, on a des enfants, on se sépare, on vit en solo, on se recompose, etc., etc., participent de l'insécurisation des trajectoires de vie. De la même manière, les transformations qui affectent aujourd'hui la sphère du travail contribuent largement à ce sentiment d'insécurisation. Aux principes qui organisaient jusque-là le monde industriel, simplification, spécialisation des tâches, double principe du respect de l'autorité et de la hiérarchie, interdépendance des individus entre eux dans l'exécution des tâches, illustrées par le travail à la chaîne. Se substituent aujourd'hui d'autres principes, complexification des tâches nécessitant une mise à niveau constante des compétences, principe d'autonomie des individus sommés de prendre des initiatives, mise en concurrence, organisation du travail qui fonctionne moins sur la hiérarchie et l'autorité que sur des relations de travail plus horizontales, mais où la légitimité de la position de chacun tient à ses compétences, ce qui exige du même coup de ceux qui exercent des responsabilités d'en administrer en permanence la preuve. Mobilisation plus grande des individus au travail avec une exigence constante de la performance qui se traduit par l'abolition de la distance psychique que les individus entretenaient jusque-là par rapport au travail. Toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui montrent que si les nouvelles technologies ont pu libérer l'homme de la pénibilité physique de certaines tâches, elles ne l'ont pas pour autant libéré du travail. Les enquêtés soulignent la dégradation des conditions de travail, certes une satisfaction à exercer plus de responsabilités et un travail plus qualifiant, mais également une montée du stress en raison d'une intensification du travail, d'un rythme plus élevé, de délais plus impérieux, qui se traduisent entre autres par l'invasion de la sphère privée par le travail. Cela se traduit par un accroissement de la charge mentale avec une plus grande difficulté à maintenir une distance entre soi et le travail, entre sphère privée et sphère professionnelle. Cette insécurisation, elle tient également à la peur du déclassement social du fait des effets de la mondialisation et de la globalisation. De nombreux salariés aujourd'hui font l'expérience du précariat, recul du CDI au profit de nouvelles formes de contrats plus flexibles. 80% des entrées sur le marché du travail aujourd'hui se fait sous forme de contrats à durée déterminée.
peur de perdre son travail du fait des délocalisations, du fait de la concurrence des émigrés, peur de voir son identité affaiblie dans la confrontation à d'autres systèmes de valeurs, à d'autres cultures. Les conséquences de cette insécurisation croissante, eh bien, c'est celle d'une demande forte de réassurance sociale à l'heure où la robustesse des dispositifs de sécurisation sociale construits en France par un État social protecteur semble se fragiliser. Alors la conjugaison de ces différents éléments, individuation, insécurisation et demande de réassurance, se traduit dans la ville par le déploiement d'un processus majeur qui est le déploiement de ce qu'on appelle l'appariement électif, facilité par le développement d'une compétence à l'automobilité. Cette mobilité, cette compétence à la mobilité acquise par chacun, elle est aujourd'hui un attribut indispensable auquel aucun de nous ne renoncera. Elle permet de s'affranchir des contraintes qui avaient organisé la ville jusque-là, contraintes de la proximité, nécessité de la cohabitation. Elle facilite l'adoption de comportements résidentiels affinitaires. Je veux choisir d'aller habiter où je veux et près de qui je veux. Elle permet à chacun de se déplacer à son rythme, quand bon lui semble, dans un espace qui n'est contraint ou borné par les limites communales, lui permettant d'accéder à une offre de services ou d'équipements plus diversifiée, localisée sur un territoire plus vaste et dont l'accessibilité ne se mesure pas en distance kilométrique, mais bien par le temps nécessaire à ce déplacement. L'urbanisation s'organise donc aujourd'hui sur un mode extensif, alvéolaire, et obéit à un double principe, électif et de commodité d'usage. Chacun cherche à organiser en toute autonomie son espace de vie, à mettre les siens à l'abri des périls et des incertitudes, à maîtriser sa distance aux autres en se protégeant du risque d'une cohabitation avec un autre trop différent de soi, en cherchant à se mettre à bonne distance de ce qui peut incarner une menace de disqualification. Ce cadre posé qui me paraît indispensable, revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la métropole. D'abord pour dire que la métropole, aujourd'hui, les métropoles, pas au sens institutionnel, au sens du fait urbain, restent indéniablement un puissant attracteur social pour toutes les couches de la société et pas simplement pour les acteurs de l'innovation qui constituent une nouvelle strate de l'élite urbaine à côté des strates plus anciennes, bourgeoisie, libérale, industrielle, commerciale, que les phases précédentes du développement économique y ont sédimenté. Elle attire des diplômés venus s'y embaucher dans la diversité des emplois qu'elles offrent, des plus qualifiés aux moins qualifiés. Elle attire des chômeurs soucieux de tirer également parti d'un marché du travail dynamique. Et dans le contexte d'une mondialisation qui s'est traduite par une plus grande porosité des frontières, elle est le point de passage ou d'arrivée de migrants espérant y améliorer leurs conditions de vie, y trouver une place, fût-ce dans un premier temps, dans ces interstices. Ce qui fait la métropole, c'est donc bien cette diversité sociale, ce flux continu d'individus seuls, en couple, en famille, sans repères ou disposant de contacts et de réseaux, de passage ou cherchant à s'établir. On peut s'interroger sur ce que produit le fait que les métropoles
parce qu'elles sont inscrites dans des flux planétaires, sont plus qu'avant des espaces qui permettent l'expérience de la diversité, la confrontation à l'altérité, aux différents. Est-ce que cela favorise les interactions, les échanges, les métissages, ou au contraire, les peurs qui se traduiraient par des formes d'évitement, de protection ou de retrait? Les métropoles sont souvent décrites aujourd'hui comme une sorte de matrice génératrice d'un maximum d'opportunités en matière d'emploi, de logement, de services, d'équipements, de loisirs, d'offres scolaires, etc., qui permettraient à chacun d'entre nous de se saisir, à partir de ses aspirations de vie, à partir de son projet de vie, des ressources qui conviennent le mieux à son choix de vie. La métropole répondrait donc à la figure de l'hyperchoix. On peut émettre quelques doutes sur l'efficience sociale de cette figure. Si elle existe, elle est loin d'être le quotidien de l'ensemble des métropolitains. Si les groupes sociaux les mieux pourvus, en capital économique, en capital social, sont en capacité effective de choisir leur cadre et leur mode de vie, bien d'autres, et pas simplement les plus dépourvus, les plus démunis, font l'expérience de fortes contraintes, au premier rang d'entre elles, celles induites par le fonctionnement des marchés immobiliers métropolitains, marqués par un renchérissement continue à hauteur de l'attractivité et de la notoriété de la métropole, à hauteur du processus d'élitisation de sa base sociale. Il est devenu difficile aujourd'hui pour un couple biactif relevant de ce qu'on appelle les classes moyennes, avec 1 ou 2 enfants, de trouver dans la partie agglomérée de la métropole, en ville, diraient certains, un logement familial adapté à son besoin d'espace et compatible avec ses revenus. Derrière ce discours qui tente à magnifier la métropole comme un univers ouvert et de liberté, où circulent des individus qui choisissent leur lieu de vie, leurs écoles, leurs services et leurs équipements, la vie des métropolitains s'organise pour nombre d'entre eux dans le contexte de ce que Jacques Donzelot a appelé une tripartition des groupes sociaux. À côté des centres et quartiers historiques anciens, investis par les représentants de la bourgeoisie ou des bourgeoisies traditionnelles, les nouvelles élites métropolitaines tendent à s'approprier les espaces agglomérés encore disponibles, anciens faubourgs ou quartiers populaires, qui connaissent ainsi une gentrification contribuant à renforcer la tendance à la polarisation sociale du cœur de la métropole aux 2 extrêmes du spectre social, les plus riches, les plus pauvres. À elle, la proximité de la centralité urbaine historique et de ses équipements qu'elle partage avec les bourgeoisies traditionnelles, citadines vivant au cœur urbain des métropoles, elle circule également à bien d'autres échelles, hors du local fût-il métropolitain, développant des modes de vie de plus en plus nomades, mais manifestant dans le même temps une grande vigilance sur ce qui se passe dans leur environnement quotidien. Pour leur part, les classes moyennes salariées, dans la diversité de leur statut et de leur position, et les ouvriers et employés encore inscrits dans le modèle salarial des 30 Glorieuses cherchent à se fabriquer un cadre de vie susceptible de contribuer à leur assurer des conditions de vie qui leur permettent de préserver des positions et un statut affaibli par les recompositions en cours dans la sphère économique et susceptible de les protéger d'un effet de, entre guillemets, contamination qui serait généré par la proximité résidentielle avec les pauvres.
En réponse à leur insécurisation et à hauteur de celle-ci, elles cherchent à maîtriser le peuplement de leur espace résidentiel. On le sait, le marché de l'accession à la propriété d'un logement familial tend à les repousser hors de la ville, même lorsqu'elles sont pourvues d'un double salaire. Pour autant, leur départ dans les espaces périurbains qu'elles peuplent largement ne saurait être apprécié seulement comme une installation par défaut. Il s'explique aussi par un rejet de la ville qui recouvre bien d'autres dimensions que celle du refus d'un environnement trop minéral et d'une demande de nature. En particulier est rejetée sa trop forte densité et ce qu'elle produit, difficultés de circulation et de stationnement, encombrement, bruit, promiscuité sociale ou frottement qui dérange, sans parler des risques que l'on est censé y encourir. Il y a donc une forte adaptation du périurbain aux nouvelles aspirations sociales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces espaces assurent le tri social et, par son couplage avec l'habitat pavillonnaire, il assure la tranquillité sociale et la maîtrise de sa distance aux autres. Alors qu'il s'agisse d'une représentation ou d'une réalité objective, l'habitat pavillonnaire périurbain, plus que toute autre forme d'habitat, leur permettrait de protéger leur famille des risques encourus par l'immersion dans un milieu de vie à la composition sociale plus aléatoire. Il leur permettrait également d'offrir à chaque membre de sa famille, de la famille, des conditions de vie propices à son épanouissement. Dans le périurbain, chaque ménage, selon son statut social, son niveau de ressources, ses préférences pour un environnement plutôt citadin, plutôt urbain ou plutôt campagnard, est assuré d'en trouver un à sa mesure et de vivre dans un environnement social et un voisinage, avec un voisinage qui lui ressemble, protégé donc d'une trop grande différence ou d'une différence qui viendrait l'inquiéter ou qui supposerait de sa part un trop grand effort pour être surmonté. Je cite, « La majorité des gens sont d'un niveau social quand même important. Le lotissement est tranquille. On sait qui sont les gens auprès de qui l'on vit. Le risque d'imprévu est infime. » Je continue à citer, « Si on a acheté ici, c'est parce que les voisins sont là. Au moins, on n'a pas de surprise. » Ce serait bête de la part de la mairie de mettre ce type de cité, des logements HLM, à côté d'un lotissement comme celui-ci. Qu'on le veuille ou non, s'il y avait eu cette opération, ça aurait porté un coup à notre tranquillité. L'immeuble, toujours associé à la ville dense, ne donne pas cette même assurance. Il fait, ou est supposé faire, courir le risque d'une intrusion d'un voisinage obligeant à se confronter à une trop grande différence et à ce que celle-ci est supposée comporter de risques et demander donc effort, apprentissage et accommodement. Cette nécessité de la mise à distance vaut également pour les relations avec les voisins. Le jardin, on le sait, sert d'espace tampon. Il permet de tenir à distance le voisin, de choisir de l'ignorer ou au contraire de le voir. Cette possibilité donnée à chacun de maîtriser ainsi sa distance à autrui est la condition pour avoir de bonnes relations. Dans l'univers pavillonnaire, les relations de voisinage obéissent à un code précis. Je cite, « Tout le monde reste chez soi, de la courtoisie, de la politesse, des bonjours, bonsoirs. » Car le voisin n'est pas l'ami, on ne le fréquente pas. La tranquillité sociale que produit le respect par le voisinage de ce code de bonne conduite distingue le monde de la maison individuelle et en fait toute sa valeur. Je cite, « Ça permet d'avoir de bons rapports,
les bons rapports, c'est ne pas embêter et ne pas être embêté. La maison individuelle apparaît donc bien comme le meilleur opérateur du bon équilibre entre distance et proximité. A contrario, pourrait-on dire, en appartement, le voisin est le plus souvent décrit sur un mode intrusif. On l'entend, on ne peut l'éviter. Et pourtant, si nombre d'habitants du pavillonnaire commencent par insister sur cette différence, certains finissent par reconnaître qu'en appartement, on peut aussi trouver ces mêmes qualités. Au fond, la seule différence tient peut-être au fait que la capacité à tenir à distance apparaît comme un attribut naturel allant de soi quand il s'agit d'un pavillon, de même que la maîtrise du voisinage, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'un immeuble, où avoir de bons voisins, au sens où ils conviennent, sont à leur juste place et à la bonne distance, paraît tenir soit du hasard, soit de la chance, ou encore d'une sorte de combat quotidien. Je cite, « Dans un immeuble, les gens font des efforts pour ne pas se disputer. Ici, ce n'est pas nécessaire. » On touche sans doute là à une dimension sinon mythique, du moins très idéologique de l'habité pavillonnaire, que cette meilleure conformation de la maison individuelle au principe d'autonomie, meilleure conformation qui avait déjà été soulignée dans les années 60. Si on revient à la tripartition dont je parlais tout à l'heure, reste à se demander quel est le destin dans les métropoles des populations sans qualification, françaises de souche, primo-arrivantes ou stigmatisées par leur origine, au chômage ou ne connaissant du travail que ses formes les plus précaires. Elles ont en commun l'insécurité de leurs conditions matérielles, mais partagent aussi l'espoir d'améliorer leurs conditions en tirant profit, elles aussi, des opportunités métropolitaines. Les effets des mécanismes de tri des populations métropolitaines les rejettent et les confinent dans les espaces dévalorisés des banlieues HLM que les politiques de la ville ont fini par désenclaver physiquement sans pour autant les désenclaver socialement et économiquement. Pour autant qu'il soit clair qu'elles ne sont pas irréversiblement recluses dans ces territoires de relégation. Certaines d'entre elles circulent dans la métropole, mais aussi hors de la métropole, inscrites par exemple dans des mouvements qui sont aussi des réseaux économiques et marchands, tels ceux décrits par Alain Tarius, entre métropole du Sud et métropole du Nord. D'autres occupent discrètement les espaces encore non gentrifiés au cœur de la métropole ou ce qu'on pourrait appeler les soupentes des beaux quartiers. La métropole offre aux populations perdantes de la nouvelle économie, servantes dans la nouvelle économie, comme à l'ensemble de ceux qu'elle rejette et exclut, des espaces interstitiels qui leur permettent, mieux qu'ailleurs sans doute, de trouver à se débrouiller dans le même temps où elle les confronte aussi de manière plus abrupte au spectacle de la richesse et de la réussite, avivant frustration, revendication et colère. Cette vision de la métropole vécue peut être considérée comme trop statique, voire caricaturale, faisant précisément fi des ressources individuelles qui permettent de se soustraire à une condition sociale prédéterminée. Certes, l'intelligence de l'individu, ses capacités, les opportunités dont il peut bénéficier, ses savoirs, son histoire personnelle, peuvent contrarier le dessin des parcours métropolitains décrits ci-dessus et autoriser du coup des inflexions, des bifurcations dans les destins.
Si la métropole, parce qu'elle est un univers plus dense que les autres univers urbains, d'activités et de gens, et donc d'interactions possibles, permet davantage de rebondir, on souligne souvent la capacité résiliente des métropoles, elle est aussi un espace qui classe de manière abrupte les individus. Elle est aussi un espace, un monde où l'échec est plus solitaire et plus abrasif. Il faudrait également, pour apprécier les trajectoires métropolitaines, prendre en considération l'histoire au long cours des individus, leur trajet personnel qui, selon les moments et leur état, peuvent circuler à l'intérieur de la métropole entre les différents espaces, de son centre quand ils sont étudiants, vers ses périphéries quand ils sont en couple avec des enfants, puis à nouveau vers les parties plus denses pour un épisode en solo suite à une séparation ou à un divorce, ou encore quand, le grand âge venant, leur automobilité se réduit. La métropole est donc à la fois un condensé de la mosaïque humaine, mais elle est aussi une société fortement fragmentée, adaptée peut-être à l'individu triomphant, capable de se mouvoir dans un monde complexe et instable, parce qu'il maîtrise les moyens de le décoder. L'univers métropolitain s'éloigne de l'idéal démocratique et citoyen qu'a pu incarner la ville, même si celui-ci relève pour partie d'un mythe fondateur. Si l'univers métropolitain répond aux aspirations des nouvelles élites circulantes, et si d'autres strates sociales finissent par s'en accommoder parce qu'elles disposent de ressources suffisantes pour s'y fabriquer un petit monde rassurant, d'autres s'épuisent à en grappiller les restes. La nouvelle pauvreté, avec ou sans travail, trouve un terreau dans la métropole. Sa diversité sociale, pourtant réelle, produit peut-être moins du brassage et de la mixité qu'un monde socialement et territorialement fragmenté, juxtaposant ces alvéoles socialement homogènes, que ce soit à l'échelle d'un immeuble ou à celle d'un lotissement, avec une tendance qui tente à s'affirmer à l'enclosure physique pour mieux se protéger et se réassurer. On peut comprendre que dans des sociétés de plus en plus ouvertes et incertaines, où l'insécurisation des conditions de vie et de l'avenir augmente, le besoin de disposer d'un territoire refuge à investir ou retrouver une certaine maîtrise sur le cours de sa vie, sur son rapport aux autres, soit devenu une des aspirations sociales les plus partagées. Le paradoxe de cette métropole vécue se résume au fond à ce constat d'une diversité sociale plus grande qu'ailleurs, d'un cosmopolitisme pour certaines, qui produit moins du frottement ou de l'interaction qu'elle ne génère un réflexe de mise à distance ou d'évitement, à l'exception, pourrait-on dire, d'une partie des élites métropolitaines qui la considèrent au moins comme un fond de scène exotique, étant par ailleurs assuré de n'avoir pas à en partager le quotidien. La métropolisation n'est donc pas qu'un processus économique, elle est aussi un processus social qui vient accélérer la décomposition-recomposition de la société urbaine par des flux continus d'entrée et de sortie que l'on apprécie aujourd'hui mal. Le solde positif ne dit rien de ces mouvements incessants. Parce que les métropoles sont obligées d'accueillir aujourd'hui de nouveaux arrivants, donc de produire des logements. Par une mobilité interne forte, les métropolitains cherchent à adapter leurs conditions de logement aux évolutions de leur ménage. Par de grandes inégalités dans la capacité à se saisir de ces ressources métropolitaines qui amplifient de fait les inégalités d'origine. Par le fait que
les strates sociales qui composent la métropole sont inscrites aussi dans des trajectoires de vie de plus en plus diversifiées et divergentes quant au rapport au territoire métropolitain. Certaines sont à la fois circulantes et ancrées, tandis que d'autres sont simplement passantes, jusqu'à certaines qui sont, au sens littéral, assignées dans certains espaces de la métropole. Les configurations métropolitaines sont de plus en plus composites socialement. Aux différenciations de conditions sociales s'ajoutent aussi aujourd'hui les différenciations temporelles d'ancrage ou de passage dans les territoires de la métropole. On peut dire que s'y superposent des strates sociales antémétropolitaines ou villageoises, ancrées depuis longtemps, qui vivent du coup le développement métropolitain comme un désagrément dont elles cherchent à se protéger. À côté, coexistent des strates métropolitaines contraintes de passage qui sont venues chercher là un emploi sans attache particulière, sans investissement non plus, qui cherchent simplement à organiser au mieux pour un temps leur vie quotidienne dans la métropole. À côté coexistent par contre des strates sociales dont on pourrait dire qu'elles sont par essence métropolitaines, qui se veulent, elles, pleinement actrices du projet métropolitain. On constate aussi que les pratiques métropolitaines, qui sont pour beaucoup que les pratiques habitantes, qui sont pour beaucoup des pratiques métropolitaines, qui jouent sur les différents registres de l'échelle, du local, de la proximité, aux échelles de la grande métropole, par leur circulation, par leurs usages des ressources. Vous travaillez dans un lieu, vous habitez dans l'autre, vos enfants vont à l'école dans une autre commune, vous faites vos courses ailleurs et vos loisirs, vous les organisez aussi en mobilisant l'ensemble de ces ressources-là sur des logiques de composition de vie à la carte. Donc on voit bien que les pratiques habitantes génèrent effectivement de fait dans les usages et dans les pratiques des métropolitains. Mais on sait dans le même temps que pour ceux qui construisent leur vie et qui s'installent durablement dans la métropole, ils manifestent un très fort attachement, un très fort ancrage identitaire, symbolique à leur commune ou au quartier quand ils habitent les communes les plus grandes. Alors, comment, dans ces conditions, et c'est le dernier point de mon propos, peut-on faire métropole, ou plutôt comment peut-on faire société dans la métropole? Et d'abord, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On pourrait en effet se contenter d'une vision libérale de la métropole, où des individus, plus ou moins pourvus, mobilisent des ressources pour construire leur projet de vie. Mais ce modèle a des limites. Il est fondamentalement inégalitaire. Toutes les places dans la métropole ne se valent pas. D'autre part, l'agrégation des stratégies individuelles, affinitaires, je l'ai dit, finit par produire des effets ségrégatifs conséquents et une absence de consentement à la solidarité, dès lors que l'exercice de celle-ci se traduit par des contraintes jugées inacceptables, nuisance sur son environnement, refus de la cohabitation avec d'autres jugés trop différents. Pour qu'il y ait consentement à la solidarité, encore faut-il que les individus aient le sentiment d'être inscrits dans un destin commun. Or, l'organisation archipélaire de la métropole, tant sur le plan spatial que sur le plan social, contribue à fragiliser les conditions d'un possible exercice de la solidarité. Historiquement, la ville a non seulement permis à des générations successives de faire l'expérience de la liberté et de l'affranchissement des tutelles familiales et communautaires, mais elle a permis également, dans la confrontation contrainte à l'altérité,
que sa densité et sa diversité sociale autorisent, sinon la fabrication d'une société par fusion ou par dépassement des différences, du moins l'émergence d'une capacité à vivre ensemble. Aujourd'hui, la mobilité généralisée a levé cette contrainte de la confrontation ou de la coprésence dans la fonction résidentielle. Dans le même temps, avec l'essoufflement du modèle d'intégration sociale par le travail, la question sociale s'est déplacée pour partie vers la ville, faisant en quelque sorte entrer en politique la ville. Là où l'État social avait en charge la protection des individus, ce sont aujourd'hui les villes et leurs élus qui sont les récipiendaires d'une forte demande de réassurance sociale de la part de nos concitoyens, comme si, en regard de l'incapacité de l'État à y faire désormais face, pour des raisons à la fois financières et de recentrage de ses missions, c'était à eux que revenait la charge de pallier l'accroissement de l'insécurisation sociale. La question est d'autant plus légitime que lorsqu'on observe aujourd'hui les politiques publiques, on constate que nombre d'entre elles sont consacrées par les métropoles à maximiser leurs atouts et leurs avantages différentiels pour accroître leur compétitivité dans un contexte de concurrence exacerbée. Alors comment peuvent-elles concilier ces deux impératifs alors que, au moment ou alors que leurs ressources financières sont par ailleurs limitées? Alors certes, en accroissant par des politiques d'offres adaptées leur niveau de compétitivité, les villes développent leurs ressources, qu'il s'agisse d'emplois, de logements, de services ou d'équipements. Et de ce fait, elles génèrent objectivement davantage d'opportunités pour leurs habitants. Mais ce sont toujours les individus déjà les mieux pourvus sur le plan financier et social qui accèdent aux meilleures ressources en matière de logement, d'environnement et d'équipement. Et les stratégies que développent et que déploient aujourd'hui les métropoles pour accroître leur attractivité, si elles réussissent, paradoxalement, elles contribuent aussi à renforcer les processus d'élitisation et de valorisation qui finissent par rendre la ville socialement moins accessible et plus discriminante. Est-ce que cela produit au final une société urbaine vivable? On pourrait dire que si elle l'est, c'est au prix de stratégies de protection ou d'organisation des modalités de la contiguïté qui organisent la mise à distance ou l'évitement entre groupes sociaux et tendent donc à ruiner l'espace commun. Et il n'est pas nécessaire pour cela d'aller jusqu'à convoquer la métaphore de la ville forteresse appliquée par Mike Davis à Los Angeles. Il est cependant bien difficile pour les villes d'en rester à cette seule figure. Et on observe que dans le même temps où elles s'attachent à développer des stratégies visant à accroître leur attractivité, elles sont dans l'obligation, par conviction mais aussi par nécessité, de travailler à maintenir un réel droit à la ville pour les populations les plus modestes, développant des politiques compensatrices, renforçant par exemple les aménités des espaces vers lesquels les mécanismes du tri urbain les rejettent. Ces politiques que l'on voit se développer un peu partout au bénéfice des quartiers d'exclusion visent bien sûr à atténuer les inégalités urbaines. Dans une acception assez classique, articulant à des politiques qui visent à développer l'excellence économique, des politiques sociales
compensatrice, l'action publique urbaine se focalise sur deux groupes sociaux. D'une part, les élites urbaines qu'il s'agisse d'attirer et qu'il faut séduire, et d'autre part, sur les exclus. Mais par contre, elle prête moins attention aux strates sociales intermédiaires qui ne constituent à proprement parler ni un atout ni un risque, mais qui forment pourtant l'essentiel du corps de la société urbaine et qui tendent à s'ex-urbaniser massivement sous effet de contraintes, je l'ai dit, mais aussi pour se mettre à bonne distance de la menace que fait peser la proximité des plus pauvres, a fortiori quand le risque de déclassement social pèse sur leur destinée. Parmi les enjeux qui se dessinent pour les politiques urbaines, je voudrais en conclusion revenir sur 3 d'entre elles. Alors que les métropoles se caractérisent par le renouvellement constant de leur population et par le développement de stratégies d'agrégation sociale affinitaire, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient réticulaires, un des enjeux majeurs est bien de lutter contre les logiques de l'entre-soi et de l'enclosure, sinon par l'imposition d'une mixité résidentielle de moins en moins consentie, du moins par la fabrication de lieux, de mouvements, d'événements qui facilitent le frottement social et qui permettent de faire conjointement l'expérience de la diversité, mais également celle d'une commune appartenance. Cela suppose, par exemple, de penser la ville passante, la ville traversée, la ville mouvante. La ville aujourd'hui reste construite par le référentiel du quartier, fût-il un éco-quartier. Et ce référentiel du quartier présuppose que ceux qui vont venir là vont s'y installer, vont y rester, vont s'y ancrer, s'y enraciner et à partir de là s'investir, faire vivre le quartier. Or, on constate aujourd'hui dans de très nombreuses métropoles les dysfonctionnements d'un certain nombre de ces quartiers précisément soumis à cette mobilité, à ce renouvellement constant des populations. Cela suppose aussi de créer les conditions d'un consentement à l'exercice de la solidarité. Pour cela, à minima, il faut réinscrire dans un destin partagé des trajectoires de vie et des rapports à la métropole de plus en plus différenciés, de plus en plus divergents. Alors, cela ne saurait être simplement de l'ordre de l'exercice de storytelling des communicants ou d'un simple marketing narratif permettant à une métropole de se singulariser et de promouvoir son identité. Il s'agit de fonder une geste métropolitaine, un récit susceptible de créer une identité commune. Ce récit ne peut pas simplement reposer sur la riche histoire, le beau patrimoine, les hauts lieux, les héros de la métropole. Elle doit aussi intégrer les ruptures, les crises et surtout être capable de faire une place à toutes les strates qui composent la métropole, des plus stratégiques aux plus ordinaires. C'est là une des conditions pour qu'une solidarité puisse se développer. En matière de solidarité, un des enjeux aujourd'hui dans la plupart des grandes métropoles françaises consiste à solidariser la ville-centre à ses périphéries. La première concentre, outre les plus riches, souvent une grande part des ménages les plus en difficulté sociale. Elle doit donc, à ce titre, faire face au coût de leur prise en charge. Les secondes
plutôt habitées par les classes moyennes, cherchent à se tenir à distance des obligations de la solidarité sous pression de leur électorat. L'enjeu est donc bien de parvenir à l'échelle métropolitaine à un partage plus équitable de la charge sociale métropolitaine et de favoriser la définition de politiques plus intégratrices, à la fois socialement et territorialement, permettant de dépasser les frilosités et les égoïsmes communaux ou territoriaux. Mais pour que le développement d'une échelle métropolitaine soit possible, qu'elle ne soit pas investie uniquement par des élus de second degré, puisqu'ils sont encore issus du suffrage municipal. Et pour que le développement de la métropole ne donne pas lieu simplement à l'organisation d'une ingénierie efficace, encore faut-il qu'il s'appuie sur une réelle pratique démocratique permettant à ceux qui y vivent d'être associés au débat métropolitain et à la transaction sociale nécessaire au développement de métropoles solidaires et plus équilibrées. Pour le moment, si les métropolitains sont pour nombre d'entre eux familiers de la métropole, usagers de la métropole, ils n'en ont qu'une pratique habitante. Certes, ils ne sont pas dépourvus de capacité d'intervention sur la scène métropolitaine par voie de pétitions, regroupements, luttes urbaines, associations, publicisation de leurs revendications, dans un grand nombre de cas pour défendre aussi leurs intérêts. Il serait temps de réintroduire l'échelle métropolitaine, devenue l'échelle de référence des modes de vie, et elle est une échelle effective dans le jeu démocratique.